Moi, je suis Julie Desarnaud, je travaille à l'Institut royal du patrimoine artistique, le KIKIRPA à Bruxelles. Mais j'ai longtemps travaillé à l'ancien CSTC qui aujourd'hui est Buildwise. C'est pour ça que j'ai le petit logo parce que beaucoup de ce que je vais vous raconter aujourd'hui aussi vient de mes recherches que j'ai réalisées là-bas. Donc pour vous, rapidement, hein, alors je ne sais pas si vous... Excusez-moi, je peux baisser... Excusez-moi, hop, voilà, ce sera mieux pour moi. Donc, Buildwise, donc j'ai travaillé donc à Buildwise, mais aujourd'hui, maintenant, je travaille à l'Institut royal du patrimoine artistique, qui est donc un institut scientifique fédéral qui travaille pour la conservation et la restauration du patrimoine. Donc, nous avons quatre grands pôles, un pôle d'analyse scientifique, un pôle d'imagerie scientifique, un pôle vraiment de conservation-restauration avec des équipes de recherche et aussi beaucoup de recherche sur l'histoire de l'art. Donc, pourquoi moi je travaille là-bas et je vais vous parler d'humidité? Parce que je travaille dans le laboratoire des monuments et des corps monumentaux où nous faisons beaucoup de tests en vue de la conservation et restauration, rénovation du bâti ancien. Donc, on va faire beaucoup d'études préalables, des analyses de mortier, d'identification de pierres naturelles et on a toute une étude sur la migration de l'humidité et des sels et du comportement hygrothermique des matériaux, tout en y ayant des études climatiques afin de pouvoir délivrer des conseils et aussi des recommandations quant aux techniques et produits de traitement de conservation à prévoir pour conserver les monuments. Je précise qu'on travaille aussi sur tout ce qu'on appelle petit patrimoine, donc aussi ce qui n'est pas forcément classé. Dans ce labo, on est 7 chercheurs et 4 techniciens. Donc aujourd'hui, on va parler de l'humidité dans le bâti ancien. On regardera tout d'abord donc qu'est-ce que c'est, enfin, l'humidité, les sels. On va voir un peu comment faire un diagnostic de cette humidité et puis parler des traitements. Donc forcément, on va parler des traitements de l'humidité ascensionnelle qu'on connaît tous, des maçonneries intérieures qui sont un petit peu spécifiques et puis on regardera toutes les autres causes potentielles d'humidité et puis comment les traiter. Donc, qu'est-ce que l'humidité? L'humidité, c'est vraiment une question que je pose toujours. Donc là, vous avez vos micros bloqués, donc vous ne pouvez pas me répondre. Mais en fait, je vais donner quelques petites définitions pour qu'on parte tous sur le même niveau et qu'on sache de quoi on parle. Parce que si vous parlez d'humidité absolue, qu'est-ce que c'est? Ben, l'humidité absolue, en fait, c'est la quantité de vapeur d'eau que vous avez maintenant dans votre bureau par rapport à un certain volume d'air. Donc, là, je suis dans mon bureau, je dois avoir X grammes de vapeur d'eau dans 100 mètres cubes d'air dans mon bureau maintenant. L'humidité absolue, en fait, c'est la quantité maximale que ce même volume d'air pourrait en fait contenir. Ok, c'est vraiment la quantité maximale, une sorte d'équilibre. Pourquoi? Parce que s'il y en a plus, eh ben, en fait, je vais plus être sous forme d'humidité, hein, je vais être sous forme liquide, et s'il y en a moins, bah, je suis pas saturée. Ok, et on va voir que ça dépend fortement de la température. Et puis, il y a l'humidité relative. En fait, l'humidité relative, on parle beaucoup de ça. Sur les rapports, c'est ce que vous allez voir le plus souvent. Ben, c'est le rapport entre les deux, entre l'humidité absolue, donc la quantité de vapeur d'eau que vous avez maintenant, et la quantité maximale qu'elle pourrait contenir, donc l'humidité absolue à saturation. Et il faut savoir que cette humidité-là, elle dépend fortement de la température. Et ça a vraiment un grand impact, surtout quand on parle de condensation, on le verra après. Donc là, vous voyez le diagramme de Moulier, c'est un monsieur qui a décidé de quantifier un petit peu cette humidité. Et on vous voyez ici, c'est l'humidité de la pièce. Et ça, c'est la fameuse humidité absolue. OK? Donc, au-delà de cette courbe orange, on est sous forme liquide, hein, parce qu'on a dépassé les 100%. Et en dessous, on est à une certaine humidité relative, donc 100 de 80, 70, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous voyez déjà? En bas, c'est la température, hein. Eh bien, on voit que plus la température augmente, plus la quantité maximale de vapeur d'eau que peut contenir l'air est grande. En effet, quand on est à 23 degrés, 1 mètre cube d'air peut contenir 20 grammes d'eau, alors que si on est à 7 degrés, il ne peut contenir que 7 grammes d'eau par mètre cube. Et ça va jouer enfin, ça a une grande importance, on va le voir après. Donc, gardez vraiment ça en tête. Humidité absolue, c'est ce qu'il y a maintenant. Humidité saturée, c'est vraiment la maximale qu'elle peut contenir. Et l'humidité relative, c'est le rapport entre les deux. Et que cette humidité-là, elle dépend fortement de la température. Donc, lorsqu'on est dans un bâti ancien, d'où peut venir cette fameuse humidité? On a beaucoup de possibilités. La plupart du temps, c'est l'humidité ascensionnelle et surtout pour les bâtiments d'avant 1945, on le reverra après.
Ça peut aussi venir de la cristallisation des sels. Donc, eux n'apportent pas de l'humidité, mais si vous voulez, par leur propriété, en fait, ils vont rendre le mur tout à fait humide. Après, on peut avoir des infiltrations, hein, par exemple au niveau des pluies battantes, et puis de la condensation, qu'elle soit superficielle ou interstitielle. Donc, vous voyez quand même, le problème est complexe parce que ça peut venir un petit peu de partout. Donc, lorsqu'on dresse un diagnostic, il faut être vraiment vigilant. Parce que cette humidité, pour venir ici, elle est transportée comment? Elle est transportée via le matériau de construction, donc via les pores, la porosité. La porosité, c'est les petits vides, en fait, que vous avez dans les matériaux de construction. Et l'humidité, elle passe par là. Là, c'est juste pour vous montrer un exemple. Lorsqu'on a un grès de Prague, ça, c'est une image en microtomo. Donc, tout ce qui est noir, en fait, c'est les vides. Et c'est par là que va passer l'humidité. Et d'un matériau à l'autre, là, on a un grès de Prague, une pierre de Savonnière, eh ben, on voit que c'est vide. Donc, ces pores, ils sont des tailles différentes, des formes différentes, ils sont connectés ou pas entre eux. Et ça va beaucoup jouer sur le transport de l'eau. L'eau, elle peut être transportée de manière, si vous voulez, vapeur, due à l'hygroscopicité du matériau. Le matériau a cette capacité à fixer les molécules de l'air, les molécules d'eau qui sont contenues dans l'air sans contact avec une source liquide. Par exemple, là, vous êtes dans une matrice, oh, je dirais que vous êtes dans votre brique, ok? On est sec, tout est sec. L'humidité de l'air, elle augmente. Au fur et à mesure, les petites molécules d'eau vont venir s'absorber en surface, en fait, et augmenter le flux de vapeur d'eau jusqu'à ce qu'il y en ait tellement qui soient accumulés qu'on a vraiment un flux à la fin qui sera hydraulique d'eau, en fait, vraiment un flux d'eau continue qui part, en fait, au début, c'est juste de l'humidité. Hein, ça n'a jamais été en contact avec de l'eau liquide, mais à cause de l'hygroscopicité, eh bien, on a ce phénomène. Et l'hygroscopicité, je dirais que les matériaux de construction, ils sont peu hygroscopiques, ok? En revanche, quand vous prenez des matériaux de construction plus organiques, type végétaux, qu'est-ce qu'on voit? Ben ouais, ça va jouer un grand rôle. À gauche, qu'est-ce que vous voyez? C'est un plancher qui a été posé sur une chape en béton qui n'avait pas fini de sécher. D'accord? Donc, bah, une fois qu'elle est posée, eh bien, l'humidité qu'il y a dans votre béton, il s'échappe. Le parquet en bois massif va commencer à absorber cette humidité et il va gonfler. Donc, on voit vraiment en fait que l'humidité peut te transporter comme ça via le matériau grâce à sa porosité et du fait qu'il est hygroscopique. Ce qui est aussi intéressant à droite, je vous mets, hein, parce que je trouve ça super chouette, c'est la manière en fait dont on peut utiliser ces propriétés. Ici, on est à l'université en fait de Stuttgart et ils ont mis en place le fait que en fait si vous voulez la nuit on va être beaucoup plus humide donc le bois il va absorber et il va devenir lourd, il va fermer les volets un petit peu si vous voulez ici et le jour c'est beaucoup plus sec. L'air qui est contenu, l'eau qui est contenue dans le bois en fait va s'évaporer et va ça ouvrir en fait la paroi. Donc on s'amuse avec ça. Tout ça pour vous dire que l'eau peut être transportée via la porosité par vapeur d'eau. Mais la plupart du temps, elle se transporte par capillarité. Donc là, c'est vraiment la capacité du matériau à se charger en eau liquide par succion, comme une éponge, hein, ou si vous voulez, comme votre sucre que vous mettez dans le café. En fait, on voit que le café remonte par la porosité, par capillarité, à travers la porosité du sucre. Et ben, c'est la même chose, en fait, pour les matériaux de construction. Ce sont vraiment des cas extrêmes lorsque vraiment le matériau il est en contact avec de l'eau liquide, mais on peut avoir une très très grande quantité d'eau en fait qui passe par là, hein, qui rentre dans la maçonnerie par capillarité. Donc c'est un phénomène très connu, hein. On sait que plus votre matériau a des pores fins, plus ça peut monter très très haut. On le verra tout à l'heure. L'humidité ascensionnelle, c'est souvent ça, hein, c'est qu'on a les pieds du mur qui sont dans l'eau et donc l'eau remonte par capillarité. Alors, ça peut monter très haut théoriquement. En vérité, on voit bien que en fait, l'eau, elle va être absorbée. Donc, c'est un vrai équilibre entre l'absorption, le débit d'absorption, mais aussi le débit d'évaporation, parce qu'un mur, il s'évapore aussi. Donc, c'est pour ça que généralement, en humidité ascensionnelle, on atteint les alentours de 1,20 m, 1,50 m. On verra ça tout à l'heure. Là, c'est le cas, hein, ce que je vous ai montré. On s'est amusé. En fait, on a du matériau du silico-calcaire. C'est juste pour vous imaginer hein, ce que ça donne. Ça représente souvent les mêmes propriétés qu'un mortier de joint à la chaux. Et en fait, on l'a trempé 1 mm dans l'eau et on voit enfoncer le front en fait de saturation qui augmente dans le matériau. Et ben c'est exactement la même chose qui se passe avec votre bâti ancien. C'est exactement la même chose.
Forcément, il est plein d'eau, mais aussi il s'évapore, comme je le disais. Et comment il s'évapore? Il va s'évaporer parce qu'on a une bonne circulation d'air, parce que la température, elle augmente, ou bien parce que on a une diminution de l'humidité. Et souvent, quand l'eau, elle s'évapore, c'est bien parce que on sait que ces maçonneries-là, dès qu'elles sont en contact, donc elles peuvent absorber une très grande quantité. Donc, c'est des phénomènes, en fait, d'humidité ascensionnelle. Et il faut faire attention parce que vraiment des grandes quantités peuvent être absorbées. Mais comme je vous le dis, elle s'évapore. Et là où elle va s'évaporer, elle va déposer avec elle tout ce qu'elle renferme, l'eau. Et la plupart du temps, on a beaucoup de sel. Vous l'avez tous vu, vous l'avez tous expérimenté dans des vieilles fermes. On peut voir sur le 1er mètre souvent une espèce de d'efflorescence de sel, hein, comme vous le voyez ici, ces amas blancs en fait de cristaux. Souvent, ils se ressemblent un peu à des nuages, c'est un peu cotonneux. Ça, c'est souvent les nitrates, hein, comme on appelle le salpêtre. Et donc voilà, ça c'est, je dirais, quand on n'a que des efflorescences de sel, eh bien, il suffit de les brosser à sec. C'est juste un problème esthétique, c'est pas problème. Surtout, ne mettez pas d'eau, hein, parce que là, après, on va avoir des problèmes. Mais si on a des efflorescences, on les brosse à sec. En revanche, ben, souvent, les sels, eh ben, ils vont cristalliser sous la surface. Là, ils vont former des subefflorescences. Et on le voit, ça, c'est un mur à Tour et Taxi, à Bruxelles. Eh bien, on s'est rendu compte, vous voyez, sur les briques, ça a cristallisé, mais ça a cristallisé sous la surface. Ça a formé un peu des cloques comme ça. Et la cloque s'est détachée. Ici, c'est vraiment un cas particulier où on voit, ils ont réparé le mortier de joint qui était à la chaux. Et la chaux a des propriétés, en fait, si vous voulez, de séchage qui sont telles que, en fait, c'est le chemin préférentiel de l'eau pour aller s'évaporer. Si on met un mortier au ciment gris, eh bien là, on bloque totalement l'évaporation. Donc, bah, l'eau, elle trouve toujours son chemin, hein. Donc là, elle passe par la brique et elle cristallise un peu à l'interface. Et on va accélérer les problèmes en faisant ce type de réparation parce que les sels cristallisent sous la surface. Il faut savoir que ces sels, ils cristallisent, plus c'est sec, ils cristallisent, mais si ça se réhumidifie, ben, ils se repassent en solution, vous voyez. Et on arrive à faire des cycles de dissolution, de cristallisation, ainsi de suite, qui vont fatiguer le matériau et entraîner des dégradations. Donc là, voilà, hop, pardon. Là, je pense que ça va marcher. C'est pour vous montrer. Donc les sels, ils cristallisent, mais ils ont aussi cette capacité hygroscopicité dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Vous savez, ces sels-là qui ont cette capacité à capter les molécules d'eau de l'air, en fait, pour former des solutions. Ici, je suis du chlorure de sodium. On le met à forte humidité et vous voyez, même si les sels ils ne sont pas du tout en contact avec de l'eau, ils absorbent les molécules d'eau, de l'air, et vont former au fur et à mesure une solution. Eh bien, imaginez dans votre mur, c'est pareil. Ça veut dire que si j'ai plein de sel dans mon mur, même s'il n'y a pas d'eau liquide, juste le fait d'avoir beaucoup d'humidité tout autour, ils vont l'absorber et former ces sortes de solutions qu'on a, ces solutions de salines qu'on a dans le mur et qui fait que votre mur, il va paraître très plein de taches, très humide. Et une fois qu'on a cette humidité, à sens inverse, si elle diminue, qu'est-ce qu'on voit arriver? Ben, les cristaux de sel, ils vont apparaître. Donc, le sel va pouvoir recristalliser. Et c'est un peu, si vous voulez, ça, le fait qu'on peut cristalliser, dissoudre, cristalliser, ce qui va fatiguer le matériau et entraîner des dégradations. Alors, hop, voilà. Donc là, c'est exactement un exemple typique hein, qu'on peut voir de pulvérulence en fait de briques suite au sel et au gel. Au sel, pourquoi? Ben, en fait, c'est très, vous voyez, on est à peu près 1 mètre au-dessus du niveau du sol, remontée capillaire. Et bien là, le front, la frange d'évaporation, la frange capillaire, comme on l'appelle ici, où l'eau vraiment s'évapore, là où les sels cristallisent, eh bien, on a des dégradations. Ici, en plus, on a des problèmes de gel qui sont effectifs parce qu'on a vraiment des pertes de matière. Un autre problème dû à l'humidité et l'eau dans les constructions, c'est des impacts directs sur les matériaux. Ici, par exemple, c'est assez clair. Vous voyez les mortiers de joint, ouf, ils sortent comme ça. Il y en a même qui se sont détachés. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ici? Souvent, on voit que c'est après des réparations. Souvent, vous voyez, on a un mortier ici de joint au ciment et dessous, c'est un mortier plutôt à la chaux. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on met ce mortier de joint ciment pour éviter que l'eau, elle pénètre. Sauf que, autant vous dire que l'eau, elle trouve toujours
toujours son chemin. Et si elle rentre, en fait, elle va rentrer au niveau, elle va imbiber le mortier qui est derrière de joint à qui est à la chaux. Donc, elle va l'imbiber parce que lui, il absorbe assez facilement. Et dès qu'il va avoir un coup de gel, eh bien, ça va augmenter de volume parce que ça ne peut pas s'évaporer à travers le mortier au ciment, le mortier de joint au ciment. Donc, ça va le repousser et le faire tomber. C'est un peu ici la problématique. On est dans une cave, on a fait un cimentage, mais il n'y a pas du tout, l'eau peut toujours s'évaporer via, en fait, même le cimentage, il n'est pas complètement imperméable. Donc, l'eau va s'évaporer. Et en fait, à l'interface entre le mur de briques et le cimentage, ben, les sels vont venir en fait cristalliser et à terme, ça se détache, comme on peut le voir ici. Après aussi, on a des impacts indirects qui sont plutôt sur les finitions. On le voit, par exemple, ici, on va perdre en fait la couche de revêtement de finition. Ici, souvent, on va avoir dû à des infiltrations, on le voit, à des décollements en fait de peinture. Et ce dont je vous parlais avec mes fameux sels tout à l'heure, c'est ça, c'est une formation de taches d'humidité qui sont simplement dues à la présence de sel. Et puis, on a aussi des impacts qui sont, je dirais que ça, c'est pas chouette, mais ça va pas être problématique pour votre santé. On peut arriver à des impacts sanitaires qui sont plus importants, comme le fait qu'on va avoir de la condensation sur des points froids, souvent au niveau de nœuds constructifs, ok? Ou bien derrière, en fait, des murs qui sont peu ventilés, souvent des zones qui sont très peu ventilées. Ça, vous le voyez, cette forme-là est typique, en fait, de condensation parce qu'on a certes des points froids, mais on a surtout très peu de ventilation dans ces angles-là, ce qui fait qu'on va condenser plus facilement. Et qui dit condensation, si ça reste en traitement, on a formation de moisissure. Et puis, on peut avoir dernièrement, on peut avoir finalement des impacts qui sont vraiment structurels parce qu'on va avoir des dégradations au niveau des matériaux qui posent problème. Jusqu'ici, par exemple, là, on va avoir des petites fractures, on a eu beaucoup d'eau qui est rentrée, du gel, ça éclate. Ici, eh bien, dû à des infiltrations à travers en fait, la chape, là, on a des armatures métalliques qui corrode. Et donc, du coup, on va perdre au fur et à mesure que ça corrode, eh bien, on va avoir un effeuillage, en fait, des poutrelles métalliques qui risquent à terme dégrader la stabilité. Et ici, carrément, alors là, c'est vraiment un problème, si vous voulez, de poutre dû à une mauvaise isolation, en fait, sauf que la poutre, elle est encastrée à l'intérieur de votre maçonnerie. Et si vous ne gérez pas, en fait, la possibilité d'avoir de l'humidité au niveau au nœud d'encastrement de votre poutre, eh bien, on finit par un pourrissement et avoir des problèmes de structure. Donc, comme vous le voyez, en fait, elle peut venir, cette eau, de plusieurs sources. On peut avoir un problème ici, par exemple, par des détails de construction incorrects. On n'a pas de gouttière, on a un système de drainage des eaux de pluie qui est mal fichu, on a des problèmes d'hygroscopicité, on peut avoir des infiltrations à travers la façade, on peut avoir ici, j'aime bien le montrer, on a Anvers, non, oui, à côté d'Anvers, sur les forts à Mortsel, là. Eh bien, ici, derrière, je ne sais pas si vous êtes déjà allé là-bas, c'est des forts qui ont été construits en vers 1860 et qui sont enterrés. On avait beaucoup de terre par-dessus, sauf qu'il y avait des infiltrations de partout. Donc, on a décaissé, on a mis des membranes imperméables, on a remis la terre et 4 mois après, ben, on avait tous ces sels. Eh ben, vous voyez ici, ça, c'est bon signe. Ça veut dire en fait que l'eau s'évapore et qu'elle entraîne avec elle tout ce qu'elle contient. Mais voilà, ça peut être aussi des questionnements sur un bon diagnostic. Est-ce que j'ai fait le bon diagnostic? Alors maintenant que j'ai plein de sel, oui, il était bon diagnostic. Oui, c'est le bon traitement. Mais ça, c'est les sels qui doivent s'évaporer. Parce que là, la largeur des murs est d'à peu près de 1 à 3 mètres. Donc, quand vous faites un diagnostic, comme vous savez qu'il y a plusieurs sources possibles et que c'est complexe, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'objectif est vraiment d'identifier toutes, et j'ai dit bien toutes les causes d'humidité, les traitements, et pour pouvoir, en fait, une fois qu'on les a identifiés, adapter un traitement par rapport aux problématiques. Si vous traitez que la moitié, l'eau, elle va toujours rester. Il faut aussi prévoir l'impact des interventions sur l'équilibre du bâtiment, d'accord? Parce que peut-être, OK, j'ai des problèmes d'infiltration au droit de mes menuiseries, je vais changer. Puis comme je change, je vais mettre du double vitrage. Et puis je vais mettre quelque chose d'hermétique. Attention, on risque d'avoir des problèmes de condensation qui se déplacent ailleurs.
Et aussi éviter les interventions qui sont totalement inutiles, hein. Si j'ai un problème d'infiltration, ça sert à rien de traiter. J'ai un problème de sel, ça ne sert à rien de traiter l'humidité ascensionnelle. Donc, un même symptôme peut être lié à différentes causes. Encore une fois, comme je vous l'ai montré, hein, des fois, on pense que c'est l'humidité ascensionnelle. En revanche, c'est que des sels. Mais des fois, on a un cumul de plusieurs causes. Donc, il faut vraiment une approche globale, je dirais une approche holistique. Et comment on fait ça? On va faire une approche itérative. Donc, on va vraiment, premièrement, essayer de comprendre le contexte du bâtiment, historique, patrimonial ou vernaculaire, en fait. Ça peut être vraiment une belle maison non classée, mais tout à fait avec plein de valeurs patrimoniales. Le but est ensuite de faire des visites des spécialistes avec des observations. On peut faire une petite étude complémentaire et puis faire des petits essais sur site. Et puis peut-être après, il va y avoir nécessité de nouveaux tests ou bien des monitorings de suivi plus longs. Alors, je vais un peu rentrer dans le détail de ce diagnostic-là. Il est très important en fait de retracer l'histoire du bien, savoir le contextualiser dans l'histoire pour, si vous voulez, déjà les détails constructifs, les méthodes constructives de l'époque et qu'est-ce qu'on en a fait de ce bâtiment. Est-ce que ça a toujours été, je ne sais pas, une habitation? Non, avant c'était une étable, par exemple. On a plein de problèmes de sel, ça s'explique. Vous voyez, il faut vraiment essayer de comprendre un peu le contexte historique pour nous donner déjà des clés. Et on peut aussi commencer à faire un inventaire des adaptations que le bien a subies. On a changé les fenêtres ici, on a changé les descentes d'eau là, on a fait une salle de bain à ce niveau-là. Donc tout ça est important déjà pour commencer à retracer l'histoire. Et puis à partir de là, on peut faire un pré-diagnostic. Souvent, ça implique une visite sur site et des interviews. En fait, on va vraiment des discussions avec les gens qui habitent ici. Le plus souvent, c'est très important. Les gens qui managent le site, hein, qui gèrent l'endroit. Parce que il faut vraiment déterminer donc les caractéristiques fondamentales du bâtiment, mais aussi, on va essayer d'aller le plus loin possible. Par exemple, on va dire, ah ben voilà, j'ai des grosses taches d'humidité sur cette façade, mais cette tache, je l'ai pas à toutes les saisons. Donc déjà, ça va nous donner des clés. Vous voyez, ben, en fait, en été, elles sont plus là, en hiver, elles sont là, ou l'inverse. Donc déjà, ça va nous donner des informations. On va localiser les problématiques. Énorme tache d'humidité sur une façade sud-sud-ouest, déjà, on va se dire, ah, peut-être plus battante, essayez de voir. Attention, il ne faut pas non plus faire des conclusions très hâtives, mais ça nous donnait des petites clés pour en savoir un peu plus. Pour ça aussi, il y a la checklist que a mis en ligne HomeGrade qui est vraiment très bien et que c'est en fait, c'est une liste de choses, de questions, en fait, à se poser avant de faire, de faire des interventions. C'est comme un pré-diagnostic et c'est très intéressant. Par exemple, j'y prends la première, année de construction du bien. Pourquoi c'est important? Ben parce qu'il faut savoir qu'avant 1945, on ne mettait pas de membrane d'étanchéité en pied de mur. Ce qui veut dire en fait que la possibilité d'avoir des remontées capillaires est très grande et à fort risque en fait. Vous voyez, donc ça, ces questions, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on a changé les fenêtres? Est-ce on a juste de l'humidité dans ce local, juste ponctuellement? Ça, c'est toute la checklist en fait de HomeGrade qui, je vous invite donc à aller la voir, qui est très intéressante. Donc, on peut, comme on est sur site, hein, on peut aussi faire visuellement, on voit les symptômes, mais les odeurs, hein, si vous avez des problèmes de moisissure, souvent on le sent. On a des problèmes de craquement du sol. Ça aussi peut venir en fait du fait que on va avoir une humidité très grande à certains moments et beaucoup plus moins, donc ça va craquer. En fait, on va avoir vraiment ces problèmes. Une fenêtre qui ferme mal aussi, ça va nous donner des indications. Ici, par exemple, bah, c'est très évident, hein. OK, on a des infiltrations au droit des menuiseries, mais on arrive, on observe. Qu'est-ce qu'on se pose comme question? C'est quoi l'orientation de cette façade sud-sud-ouest? Ah, ben ça peut être ça, vous voyez. Donc là, par exemple, on arrive, on voit beaucoup en fait de stalactites comme ça. Eh bien, en fait, qu'est-ce que c'est ça? On voit que c'est pas que de la condensation, aussi c'est de la condensation, mais aussi c'est de ces formations de stalactites suite à des infiltrations d'eau dans la dalle de béton.
OK? Donc, ça veut dire qu'on a des infiltrations qui viennent certainement du dessus aussi. C'est pas que de la condensation. Et ça, on le voit grâce aux stalactites. Ici, c'est assez intéressant aussi parce que vous voyez, on voit cette grande ligne horizontale foncée, en fait. On a vraiment deux couleurs. Et on pourrait se dire, ah ben là, et ça semble vraiment d'être de la remontée capillaire. Sauf qu'en fait, si, donc ça c'est le premier diagnostic visuel, ça peut être ça, mais ça peut aussi être des selles. Donc comme j'ai quand même, je me pose cette question, peut-être là on va faire des tests pour savoir la vraie cause. On va faire des petits tests avec des inspections visuelles aussi, hein. On peut utiliser des drones, certes, pour avoir une vision au-dessus, par exemple sur les toitures plates, savoir où en est la membrane d'étanchéité. On utilise aussi très souvent des endoscopes pour voir, si vous voulez, un mur avec une coulisse. Est-ce qu'on a des débris? On n'a pas de débris. Ce genre de choses, on peut le faire des fois soi-même. On peut aussi demander à un expert pour avoir plus d'informations. Et puis ensuite, des fois, on se dit, ben, on a quand même besoin d'avoir des tests, je dirais, semi-quantitatifs ou quantitatifs. On va avoir besoin de faire des mesures. Donc, on peut faire des mesures avec des, si vous voyez, comme les hygromètres, hein, ce sont ce petit appareil-là qui va nous donner, en fait, une idée. Donc, c'est des mesures qui sont qualitatives, OK? Vous allez avoir, par exemple, un index de 100, de 99, pour savoir un peu si j'ai de l'eau ou si j'en ai pas. Il faut faire attention. Euh, Là, je vous le dis, hein, faut pas, si vous faites une mesure et que vous refaites une autre mesure après avoir fait une intervention, faites-la avec le même appareil parce que suivant les appareils, on n'a pas du tout les mêmes indications. Regardez, c'est ce point noir là. Si disons que je fais un test et j'obtiens cette valeur du point noir. Si j'ai fait le test avec l'appareil C, pour lui, je suis dans un matériau relativement sec, alors que pour si je fais avec l'appareil B, je suis plutôt dans une zone relativement humide. Donc, je vous conseille de garder toujours le même type d'appareil. Ça, c'est super parce que c'est très rapide, c'est facile d'utilisation. Au clic, on a une réponse. Voilà, il faut savoir que c'est qualitatif, que c'est fort sensible aux effets comme les éléments métalliques, le fait qu'on ait des sels ou pas à l'intérieur. Donc voilà, mais en tout cas, c'est très pratique pour un premier diagnostic. Après, on peut faire des mesures un peu plus destructives en utilisant comme la bombe à carbure, hein, par exemple. Donc là, on va devoir prélever un petit peu de matériaux, hein, et on va faire un test à la bombe à carbure qui va nous dire en fait plus ou moins les quantités là, d'eau qu'on a généralement dans votre mortier de joint, c'est ce qu'on teste. Donc ça, c'est très bonne précision, hein, c'est très facile d'utilisation et on a une réponse en 5 minutes. Donc ça, c'est aussi relativement aisé. Euh, Bien sûr, c'est ponctuel ce type de mesure. C'est pas des choses que vous allez faire en continu. En continu, on peut avoir des mesures qui sont plus longues en utilisant certains types de capteurs. Alors, on peut avoir besoin des mesures de la température de l'humidité de l'air et au sein du matériau. Donc, on va utiliser des capteurs type testo et on va pouvoir sur le long terme connaître l'humidité et dans le matériau et dans l'air. Donc, généralement, nous, ce qu'on fait et ce qu'on faisait aussi à Buildwise, c'est qu'on va avoir plein de capteurs. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on peut directement envoyer nos signaux et nos résultats en direct pour savoir ce qui se passe. Ce qui est bien parce que quand vous faites une étude d'humidité dans un bâtiment où les gens vivent, c'est pas très chouette de venir tous les 4 matins. Donc voilà, aussi aujourd'hui, pour avoir un bon diagnostic, on fait des mesures continues en fait de l'humidité et de la température au sein des matériaux et au sein de l'air. Une autre possibilité est d'utiliser des caméras infrarouges. On fait une évaluation en fait thermique. Et pour cela, en fait, ce qu'on va mesurer ici, c'est une température de surface, d'accord? On voit très bien dans cette image-là qu'on a à ces niveaux-là des températures de surface qui sont très faibles comparées à d'autres endroits. Donc là, ce sont des points froids, donc ce sont des points à risque pour de la condensation et donc pour, dans le futur, si ce n'est pas traité, des développements de moisissures. On peut aussi faire ça à plus grande échelle. Ici, c'était un peu un diagnostic, si vous voulez, des déperditions, hein, et on a testé et on voit très bien que ici, ben, à travers les fenêtres, on a de fortes déperditions, mais aussi que les combles ne sont pas vraiment isolés.
Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes parce que ça va nous donner beaucoup d'indications. Ici, c'est pareil, hein. On a fait ce test-là partant de grand froid et nous a permis en fait de voir les hétérogénéités du mur et les déperditions de chaleur. On le voit très bien à ce niveau-là, hein, et au niveau en fait de l'escalier. Aujourd'hui aussi, ce qu'on fait pour faire un diagnostic, on va faire des numérisations 3D, des modèles 3D pour pouvoir en fait avoir une idée de l'épaisseur du mur. On pourra toujours revenir pour voir les types de dégradation. Et en fait, ça va nous aider en fait dans notre diagnostic. Lorsqu'on fait un diagnostic pour savoir si on a des selles ou pas, quel type de selles on a, par exemple, pour savoir comment je le traite, par exemple, vous demandez, ben voilà, là, j'ai quand même l'impression que j'ai des grosses taches d'humidité. Comment je fais pour savoir si ces taches d'humidité, eh bien, c'est des sels ou pas des sels? On peut utiliser des petites bandelettes. C'est vraiment semi-quantitatif et c'est des bandelettes qui vont nous permettre de savoir si on a des chlorures, des nitrates, des sulfates. Ça va nous donner des indications. Un petit, je donc, ça, c'est vraiment des petites méthodes assez simples pour savoir, si vous voulez, les quantités d'humidité que j'ai, si j'ai l'humidité, si j'en ai pas. Et pour savoir si elle vient, par exemple, des sels, ben, je peux utiliser ces petits tests à la bandelette. Lorsque j'ai de l'humidité ascensionnelle, donc il faut savoir que la plupart des bâtiments qui sont construits avant 1945 n'ont pas de barrière d'interruption capillaire en pied de mur. Donc, si on a des fondations qui sont capillaires, hein, et qu'on a un niveau de la nappe phréatique qui est assez bas, eh bien, lorsqu'il va pleuvoir, on va souvent avoir possibilité en fait de monter par capillarité de l'eau dans la maçonnerie. Donc, c'est très fréquent, hein, ça arrive très souvent et c'est assez gênant. Donc, il va falloir quand même le traiter. Encore une fois, il faut s'assurer que la cause, c'est bien l'humidité ascensionnelle. Dans les bâtiments plus récents, on peut en avoir. Pourquoi? Ben, parce qu'on peut avoir, certes, on a cette barrière d'interruption, mais on peut avoir des problèmes d'erreur de conception, ça peut arriver. Ou bien à un moment, on a rehaussé le niveau des terres à l'extérieur. Ça aussi, ça peut être problématique parce qu'on a changé en fait l'équilibre du bâtiment. Souvent, en fait, on le remarque parce qu'on a cette espèce de ligne horizontale, hein, vous voyez, à peu près 1,20 m, 1,50 m du sol, où on voit que c'est là où l'eau s'évapore, hein, ici, vous le voyez très bien. Elle dépose avec elle tout ce qu'elle contient, dont les sels qui cristallisent et qui entraînent des dégradations. Autant vous dire que ce bâtiment, il n'a pas que de l'humidité ascensionnelle comme problématique, hein. On peut le voir un petit peu de partout. Souvent dans les églises, vous le voyez, hein, c'est vraiment une ligne verticale qu'on voit et cette ligne, elle correspond à vraiment l'équilibre entre le débit d'absorption de l'eau venant du sol et le débit d'évaporation parce que votre mur, il respire, hein, votre mur, il s'évapore s'il peut. Ici, c'est un autre exemple. Bah oui, ça vient au niveau des remontées capillaires parce que on voit très bien cette ligne horizontale. Et là, en plus, on ne chauffe pas, malgré le chauffage, hein, on ne ventile pas. Et donc là, on a vraiment la formation de moisissure. Et il faut faire très attention parce que ça peut être problématique pour les habitants. Donc, comment on traite l'humidité ascensionnelle? On a plusieurs types. On a plusieurs types de traitements. On va avoir des traitements qui visent à bloquer, des traitements qui visent vraiment à bloquer l'humidité ascensionnelle et des traitements qui visent plutôt à stopper les symptômes. Par exemple, ici, on a un recouvrement des maçonneries. Donc, quand vous voyez ici, vous vous dites, c'est bizarre parce que là, les problématiques que de franges capillaires que je devrais avoir à 1,20 m, elles sont plutôt beaucoup plus hausses, hein, que 1,20 m. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a voulu traiter les symptômes. Donc, on a mis un enduit ici, un cimentage, si vous voulez. De l'autre côté, c'est une boutique. On a mis un revêtement, un carrelage avec des totalement imperméables, hermétiques. L'eau, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle est là, mais elle ne peut pas s'évaporer. Donc, elle continue à monter. Et en fait, elle va s'évaporer où elle peut ici. Et donc, on a déplacé le problème. Donc là, c'est pas, là, on a voulu traiter les symptômes, mais on n'a pas du tout traité le problème. Pour bloquer, on peut faire différentes choses. Insertion d'une barrière. Ah oui.
Historiquement, qu'est-ce qu'on faisait? Parce que ça, c'est quand même intéressant de se rappeler ce que les anciens faisaient. Ben, historiquement, on mettait des systèmes, on pouvait retrouver des systèmes de drainage hein, qu'on a toujours, en mettant en fait un drain et puis par-dessus, on met des granulats de taille différente pour avoir vraiment cette percolation de l'eau jusque dans le drain afin d'éviter que ça rentre par les fondations. Et historiquement, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'en pied de mur, eh bien, on mettait des types de pierres qui étaient très peu capillaires, ok? Ou bien des briques avec des mortiers pouzzolaniques. Pourquoi? Parce que c'est imperméable et ça va limiter fortement la remontée par capillarité de l'humidité ascensionnelle. Aujourd'hui, on a souvent fait en fait des barrières physiques d'étanchéité. Et donc, qu'est-ce que c'est? On le voit ici, il faut savoir quand même que c'est des interventions qui sont très lourdes. Pourquoi? Ben, parce qu'on va couper, si vous voulez vraiment, on va couper le mur généralement, on coupe 1 mètre, on laisse 2 mètres, on recoupe 1 mètre, on laisse 2 mètres, et on va mettre une barrière, que ce soit de la tôle ondulée, du bitume, du plastique, des plaques métalliques. Et ensuite, on va mettre un mortier de joint hydrophobe pour tenir tout ça et on replace les briques. Généralement, on fait ça sur des murs sur des joints qui sont horizontaux, ok, sur des maçonneries qui sont très stables. Si on a une irrégularité, ça risque d'être problématique. Et puis, il faut faire attention que c'est au niveau de la stabilité, ça risque d'engendrer de déstabiliser fortement le bâtiment. Donc, que sur je dirais, sur des bâtiments qui sont très stables. Aujourd'hui, on préfère les injections parce que c'est beaucoup moins intrusif. Et ces injections-là, on le voit, ce monsieur, on peut le faire de manière manuelle, hein, sans pression ou très peu de pression. Et on va donc introduire, comme le fait ce monsieur-là, des produits d'injection hydrophobes à l'intérieur de trous qu'on aura au préalablement percés. Et ces trous, si vous voulez, on le perce sur l'entièreté du mur jusqu'à 2 cm du côté opposé. Pourquoi? Ben parce qu'il faut que, si on injecte, il ne faut pas que ça sorte de l'autre côté, d'accord? Et on fait ça tous les 10 cm. Préalablement, ce monsieur l'a très bien fait, il a enlevé l'enduit hein, pour éviter que que le produit parte aussi dans l'enduit. Et puis aussi, on voit que généralement, il le fait dans le mortier de joint. Le but de ces injections, c'est de créer en fait une couche continue imperméable. Ici, en rouge, c'est vraiment l'injection qu'on va faire. Toute cette partie-là imperméable, l'eau qu'elle arrive de l'extérieur, de l'intérieur, des fondations, elle ne pourra pas monter plus haut. C'est vraiment le but. Comme je vous l'ai dit, il existe différentes formulations et différentes formes. On a des silanes, des siloxanes. Ça vraiment dépend des types de produits. On peut les injecter sous forme liquide. C'est bien parce que, en fait, il faut savoir que ça va bien se répartir dans le mur, mais si vous avez des murs caverneux, des murs avec beaucoup de fissures, vous allez dépenser beaucoup de produits parce qu'ils vont, de suite, le produit va partir dans les fissures. Les produits sous forme de crème sont plus adaptés aux bâtis anciens parce qu'en fait, on va injecter simplement une quantité pour remplir le trou qu'on aura percé. Et petit à petit, le produit va se diffuser. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester à 10 cm des trous pour avoir un recouvrement de la diffusion du produit et créer cette couche continue imperméable. Des tests de produits sont réalisés chez Buildwise qui permettent en fait vraiment de savoir si le produit fait un bon recouvrement et s'il est vraiment hydrophobe. Où on va injecter. Ça, c'est très, très, très important pour avoir une bonne continuité. Parce que, autant vous dire que s'il y a un petit espace, l'eau, elle trouvera toujours en fait le chemin. Donc, il faut vraiment avoir une continuité parfaite de cette barrière. Donc, en règle générale, le niveau d'injection horizontale se trouve au-dessus et le plus près possible du niveau le plus élevé, en fait. Donc, par exemple, ici, on a intérieur et extérieur. L'extérieur, c'est plus élevé. Eh bien, on se met juste au-dessus de ce niveau-là. Donc voilà, on se met le niveau supérieur des terres ou aménagement extérieur en contact direct avec la maçonnerie. Donc ça, c'est le cas ici. Et vraiment, on voit à ce niveau-là, au niveau de l'intérieur, eh bien que effectivement, ça va pouvoir pénétrer. Ici, on va avoir des problèmes, mais à partir de là, ce sera stoppé. Donc, par exemple, ici, ces deux exemples, si on a une cave.
OK, on est en milieu enterré. Donc là, on est à l'extérieur. Alors, prenons le cas de gauche. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé, en fait, de faire des injections. Généralement, cet espace-là, ça va être un espace de cave. On va faire des injections en pied de mur, OK, enterré en pied de mur de l'intérieur. Au préalable, on aura décaissé. Souvent, on met un drain et on aura mis une membrane ici totalement imperméable. Pourquoi? Parce qu'ainsi, l'eau venant des terres adjacentes, elle sera bloquée. Donc, l'eau qui vient d'ici, elle pourra absolument pas pénétrer à l'intérieur du mur. Et l'eau qui va venir au niveau, en fait, des fondations, elle va être bloquée à ce niveau-là du mur. À l'inverse, si on va mettre une membrane, cette fois-ci à l'intérieur, la plupart du temps, c'est qu'on veut utiliser cet espace. Eh bien, si on le met à l'intérieur, on n'aura plus que cette fois-ci l'eau qui va pouvoir monter des terres adjacentes, des fondations. Ça veut dire que afin que l'eau ne monte pas plus haut vers les premiers étages, il va falloir faire une injection et une injection au-dessus du niveau des terres extérieures. Donc c'est pour ça, dans ces deux cas, on fait des injections à des niveaux différents parce qu'on a des placements en fait de membranes différents. Pardon. Lorsque vous avez en fait un terrain en pente, il faut une vraie continuité. Donc, comme vous le voyez, on va pouvoir en fait faire quelque chose en escalier qui va nous permettre en fait d'être sûr que toute l'humidité qui monte va être stoppée par cette barrière qui sera continue. Si, eh bien, vous avez une maison avec une autre maison à coller et que c'est chez votre voisin et que la façade de l'autre côté, elle n'est pas traitée. Généralement, on conseille, donc si on est en pied de mur, on traite ici et on conseille de remonter, si vous voulez, verticalement pour jusqu'à à peu près 1,50 m pour éviter que l'humidité ascensionnelle du mur à côté, qui est ici, hein, si on a l'humidité qui monte là, elle puisse en fait venir et impacter notre mur à nous. Lorsqu'on a des maçonneries qui sont enterrées, excusez-moi. Il faut quand même savoir que souvent, à l'époque, on avait ces caves, ces lieux enterrés, qui étaient en fait des tampons. Ok, c'était souvent des zones tampons entre le sol, l'eau, l'humidité qui pouvait pénétrer, hein, et les zones de vie qui étaient à l'étage. Et d'ailleurs, c'est souvent là qu'on y mettait les salles de bain ou bien qu'on y mettait les cuisines à l'époque. Si on veut conserver cet espace, il faut et qu'on veut le changer d'affectation, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les mètres carrés sont tous importants. On veut par exemple y mettre une chambre. Il va falloir faire très attention de bien ventiler, parce que la présence modérée d'humidité capillaire n'y est pas forcément problématique. Donc on peut aussi simplement faire de la ventilation et ça suffit. Mais les réaffecter en logement, ça change vraiment la problématique, hein, parce que ça veut dire que toute humidité doit alors impérativement être éliminée. Des interventions importantes peuvent s'imposer et faire gonfler le budget. Donc quand même à retenir, si cette zone reste une zone tampon et que vous ne voulez pas stocker des choses qui sont sensibles à l'humidité, une bonne ventilation suffira. En revanche, si vous voulez faire une chambre, à ce moment-là, il va falloir prendre le problème différemment et faire en sorte d'éviter d'avoir de l'accumulation. Surtout, comme on le met bien ici, en cas de pression d'eau, parce qu'on est enterré, hein, les nappes phréatiques, on risque d'avoir des problèmes vraiment de grande quantité d'eau qui pénètre. Donc, comme je viens de vous en parler, mais je vous le redis parce que je trouve ça toujours intéressant d'en reparler, plusieurs solutions. La solution où vous voulez absolument garder l'intérieur de votre mur visible, hein, ici, et nu. Donc, on place à l'extérieur une membrane, un drain. Ainsi, par niveau de l'extérieur, l'eau ne peut pas rentrer au niveau des terres adjacentes, seulement au niveau des fondations. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire ici une injection. Donc, c'est certes on veut éviter avoir gardé le mur nu, mais aussi des fois on n'a pas accès, hein, tout simplement, et donc on va être obligé de choisir une autre possibilité, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en fait le fait de garder tous, si vous voulez, le mur va rester continuellement humide. On va mettre un revêtement étanche ici, et puis on va faire des injections en haut pour éviter que l'eau remonte au niveau supérieur. Le fait d'avoir aussi cette membrane-là, ça va bloquer la cristallisation des sels et prévenir la dégradation
définition. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez ici, et si j'ai des sels et que je mets un cimentage qui n'est pas imperméable, donc souvent l'eau va commencer à s'évaporer du mur en brique, elle va rencontrer ce cimentage qui est très peu perméable, même s'il est, donc ça va s'évaporer encore plus doucement. Donc tout va cristalliser à l'interface et à la fin, ça va faire un décollement complet euh, en fait de cette partie-là. Donc c'est pour ça que généralement, quand on fait un cimentage, on fait un coating, un cimentage hydrophobe, on rajoute souvent une couche époxy par-dessus. Ou bien, vous pouvez utiliser des membranes à excroissance qui sont souvent utilisées, ces membranes d'étanchéité. Attention, la pose est très spécifique, hein, il ne faut pas clouer simplement cette membrane, sinon vous faites un trou dedans et l'eau, encore une fois, s'il y a un passage, elle va passer, donc elle va trouver son chemin et à partir de là, vous allez avoir des problématiques. Donc il y a tout un savoir-faire de ces poses de membrane qui est importante pour éviter en fait d'avoir une possibilité à l'eau de passer. Une autre possibilité dans le bâti ancien, c'est les infiltrations des pluies battantes. Donc, là encore, si on est en Belgique, on regarde les pluies battantes au cours d'une année, on voit que c'est surtout sud-ouest, sud-sud-ouest. Donc, si vous avez des taches d'humidité sur un mur, qu'on est en sud-sud-ouest, vous pouvez quand même vous poser des questions. Mais attention, mur massif, souvent, c'est parce qu'il est soit en mauvais état, mais si vous avez un mur qui est relativement en bon état et qui est plus de l'épaisseur dépasse celle d'une brique, généralement quand même c'est compliqué d'avoir des infiltrations jusque-là. Mais ça nous est arrivé de le voir hein, à travers vraiment les mortiers de joints qui avaient disparu et toute l'eau passait par là, sud-sud-ouest, vraiment à cause des pluies battantes. Ça peut être aussi dû ici, par exemple, on croit que c'est l'humidité ascensionnelle, mais pas du tout. En fait, ici, c'est un défaut de pose de membrane. Et on va avoir l'eau qui va s'accumuler. On est en sud-ouest, l'eau qui va taper, qui va s'accumuler et qui va retomber à l'intérieur. Et vous voyez, en fait, elle va pénétrer, en fait, s'infiltrer à travers la façade. On pourrait se dire, il y a une coulisse, tout va bien. Ben non, tout va pas bien parce qu'en fait, comme on a beaucoup d'accumulation de débris entre les deux, eh bien, on a eu accumulation de cette eau à cet endroit-là. Et ça nous entraîne ce genre de problématique. Voilà, donc attention aux débris dans les murs creux. Donc, pour pallier à ces pluies battantes, qu'est-ce qu'on fait? Première chose à faire, c'est vraiment remise en état de la maçonnerie et surtout des joints, parce que souvent, c'est les joints, en fait, par lesquels l'eau va pénétrer. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut faire obligatoirement mettre des joints, des cimentages, hein, parce que sinon, votre maçonnerie, si elle est en brique, si ça peut plus respirer, parce qu'à un moment, si l'eau, il y a quand même de l'eau et qu'elle peut plus sortir, elle va sortir par les briques, ça peut être problématique. On peut mettre un enduit, on a des peintures hydrophobes, des peintures respirantes. Souvent, on peut mettre des peintures à la chaux. Donc, ça va pas. On a fait des tests. Si vous mettez des peintures à la chaux assez épaisses, ça ne va pas arrêter hein, la pénétration, mais ça va la limiter. Mais ça permet toujours à l'eau de pouvoir s'évaporer. Il est possible d'appliquer un hydrofuge, on va y revenir après parce que c'est avec des points d'attention. On peut mettre un bardage et il faut quand même savoir que sur toutes ces possibilités, seule en fait la dernière solution, le bardage est considéré comme un remède total. Hein. Les trois autres, ça ouvre seulement une amélioration et encore pas forcément. Donc, lorsque je parle de traitement hydrophobe, on a appliqué un hydrofuge. En fait, généralement, le meilleur hydrofuge, qu'est-ce qu'il fait? Il va imperméabiliser votre surface. Donc, il va empêcher que l'eau rentre. OK? L'eau ne pourra pas rentrer. En revanche, il y a de l'eau dans mon mur, ce qui arrive souvent hein, par montée capillaire où on a des infiltrations. Cette eau-là, devrait être capable de s'évaporer. Donc, c'est ce qu'on va toujours vous vendre, hein, c'est-à-dire un hydrofuge qui permet à l'eau, au mur de respirer. La vapeur d'eau peut passer à travers, mais l'eau liquide ne va pas pouvoir pénétrer. Forcément, si vous appliquez cela, il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de briques et de joints fissurés. Pourquoi? Parce que c'est pas un film, hein, c'est un produit qu'on applique. Et donc, il ne va pas créer des ponts. Si vous avez des fissures de plus de 0,3 mm, on oublie, ça ne va pas empêcher l'eau de pénétrer. Donc, si vous avez des fissures, l'eau va pénétrer. Et comme vous avez hydrofugé, parce que quand même, sur le papier, on dit toujours que ça permet de respirer, mais ça va ralentir. Et si on a des risques de gel, eh bien, ça va encore augmenter ce risque de gel. Donc, si on a des façades sud-sud-ouest très peu protégées,
c'est peu recommandé. Et si on a des sels, ben, encore moins recommandé. Au niveau de la condensation en fait superficielle, ça c'est pour l'intérieur. Souvent quand on a un bâti ancien, pas qu'ancien, mais souvent dans un bâti, eh bien quand on y vit, on a beaucoup d'eau et de vapeur d'eau qui est produite par des activités, hein, on le connaît très bien, les gens qui respirent, les gens qui cuisinent, les gens en fait qui se lavent, le fait d'avoir des plantes vertes, des aquariums, tout ce genre de choses va générer des grandes quantités d'eau à l'intérieur des bâtiments. Et le problème quand ces quantités d'eau-là sont ici, généralement, quand on a à l'époque, on avait des simples vitrages, hein, et donc ça condensait sur les parois les plus froides. C'était ces vitrages-là. Aujourd'hui, pour des performances énergétiques, on essaie de mettre des vitrages qui sont beaucoup plus performants, donc qui ne vont pas faire en sorte que l'eau se condense. Donc, elle va se condenser ailleurs, comme les photos dont je vous ai montré tout à l'heure, dans les endroits froids, souvent derrière les, les meubles ou bien sur les angles des fenêtres, eh ben, c'est vraiment le scénario idéal pour avoir des moisissures. Présence de spores, elle est omniprésente. On a toujours des spores dans l'air. Donc, il faut une quantité suffisante. Souvent, dans les bâtiments, c'est OK. Généralement, ça est dans température entre 5 et 25 degrés. Et on a un bon substrat nourricier, hein. Ils aiment bien la poussière, ils aiment bien les matériaux poreux. Donc, c'est absolument parfait pour le développement des moisissures. Donc, la première chose à faire, forcément, eh bien, c'est enlever les sources d'humidité et essayer de ventiler le plus possible. Si vous Je, essayez dans le... Oui, je me permets d'intervenir. Il n'y a plus que 5 minutes et il n'y a plus de que... présentation. Et il y a quelques questions qui sont arrivées, mais voilà, on a le temps. Presse pas, Je mais crois comme que ça, j'ai j'ai je précise juste pour pouvoir terminer correctement. pas de Voilà, problème. Je crois que j'ai merci. 4 slides encore, donc Super, on est ah, bien. super. Donc, pour ces moisissures qui sont là, il faut les éliminer. Donc, il faut vraiment nettoyer ces sources-là. Donc, si vous le faites, ne le faites jamais à sec parce que sinon les spores, on va les faire partir de partout. Donc, on va vraiment essayer avec une éponge humide d'enlever tout ça. Ensuite, il faut localement augmenter la température. Enfin, un chauffage de base mais qui doit être absolument fait avec une ventilation. On n'augmente pas en laissant quelque chose d'hermétique. On n'augmente pas la température en laissant le local hermétique parce que là, c'est l'inverse. Vous augmentez en fait les possibilités de, de développement des moisissures. Donc, des extracteurs d'air, forcément, augmenter la ventilation globale, c'est quand même quelque chose qui est nécessaire. Et bien sûr, augmenter l'isolation thermique globale, si nécessaire, et de préférence, encore une fois, par l'extérieur. Sinon, il va falloir être très prudent, parce qu'on sait très bien que si on fait par l'intérieur, on a d'autres risques qui arrivent. Au niveau des sels, le traitement des sels, c'est un peu plus complexe. Donc, si c'est juste comme je vous disais tout à l'heure, des petits sels, des nuages de sel que vous avez en pied de mur, des efflorescences, vous brossez à sec et voilà. Parce que vous ne décidez de ne pas vivre dans cet endroit-là où ça ne vous gêne pas, c'est pas très grave. On peut aussi, si vous voulez, on va avoir des finitions qu'on peut mettre avant assèchement total. C'est des enduits d'assainissement dont je vais vous parler. Et on peut aussi vraiment, vraiment, si on peut faire des extractions. Ça, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus cher. Et je vous en parlais ici. Donc, généralement, les enduits d'assainissement, souvent aussi, on les utilise comme produits pour traiter les symptômes de l'humidité ascensionnelle. Pourquoi? Parce que en fait, c'est des enduits qui ont une certaine porométrie, en fait, qui permet d'augmenter l'évaporation. OK? Mais en plus, comme ils ont de gros pores, les sels vont pouvoir cristalliser à l'intérieur. Et au moins, ils ne cristallisent pas dans votre maçonnerie, ils ne provoquent pas de dégâts à votre maçonnerie. Il faut savoir qu'on dit que c'est des sacrificiels parce que plus il y a de sel, eh ben, plus vite votre enduit va tomber. OK? Donc, si vous avez des maçonneries pleines de sel, faites attention. On dit que c'est entre 5 et même 25 ans. On dit 15 ans, mais jusqu'à 25 ans. Euh, c'est souvent en plus d'un blocage de l'humidité ascensionnelle. C'est toujours très bien. Pourquoi? Ben parce que au moins, ça permet d'avoir une finition, à savoir que quand même, s'il y a beaucoup de sel, vous risquez d'avoir des taches d'humidité. Ça, c'est un exemple que je vous montre où on a mis, donc tout a été strictement bien fait. C'est-à-dire,
On avait de l'humidité ascensionnelle, on avait beaucoup de sel, on voyait qu'on avait des sels. Donc, qu'est-ce qui a été mis? Un enduit assainissant par-dessus, une peinture respirante. 2 ans après, voilà l'état de l'enduit. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas calculé, en fait, pas mesuré quantitativement la teneur en sel qui était énorme. Et donc, du coup, ben, forcément, l'enduit, il est tombé très, très, très vite. Et une dernière possibilité, c'est l'extraction des sels. Vous pouvez le faire avec des compresses et vous pouvez aussi le faire par électrophorèse. Je vous montre ça parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on est entre l'IRPA et le CST, Buildwise, on est en train vraiment de terminer ce projet où on a fait des tests en fait où pour dessaler, souvent quand même, c'est des endroits un peu, je dirais, prestigieux. On a utilisé de l'électrophorèse, on envoie un courant en fait et comme les sels, en fait, sont sous forme solution, hein, eh bien, les ions vont aller de chaque côté des électrodes, les côtés des électrodes opposés, et on va les récupérer. Donc, c'est des choses qui commencent à être, qui marchent très bien en labo, on est en train de tester à grande échelle et qui marchent plutôt bien. Voilà, j'ai terminé. Merci en tout cas de votre attention, et puis je suis toute oui pour les questions. Merci en tout cas, Julie, Oui, pour toutes les les informations informations précieuses précieuses et et c'était c'était très très pédagogique pédagogique également. également. Donc, je vais Donc, laisser la parole à Nadine pour la réponse aux différentes questions qui sont dans le chat. Voilà. alors, euh, comment gérer l'humidité au niveau des nœuds d'encastrement des poutres et prévenir le pourrissement du bois? Donc, je présume en cas d'isolation par l'intérieur. Tu as coupé ton micro, Julie. C'est bon, ça marche? Oui, Ouais. ok. Donc, effectivement, là, ce sont des points d'attention où il faut faire vraiment très, très attention. Donc, il y avait plusieurs choses qui avaient été testées par Buildwise à l'époque. On avait aussi, si vous voulez, tout autour des poutres, on avait laissé un espace, en fait, un espace. Et la seule endroit qui reposait, où la poutre reposait, était faite avec un mortier hydrophobe pour empêcher totalement d'avoir de l'eau. Ça marche, mais c'est pas forcément l'idéal. Le mieux est quand même d'avoir une continuité dans en fait le côté hermétique, hein, si vous voulez, pour éviter en fait d'avoir l'accumulation d'eau à cet endroit-là. Donc c'est vraiment ce détail-là, ce détail-là est très 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 important. Avoir vraiment une continuité d'imperméabilité pour éviter en fait d'avoir des condensations à ces endroits-là précisément. C'est la solution, on voit l'étanchéité à l'air qui passe à travers en fait le plancher et le plafond C'est pour ça, faire exactement. l'ensemble du mur. Tout à fait. Ok. Alors, le drain périphérique doit-il absolument être placé au niveau des fondations des caves, vu la complexité et le coût du terrassement? Ou Ah, peut-on le placer à 50, 1 mètre? alors, généralement, problème de terrassement et aussi de stabilité, c'est 50 cm, c'est OK. Enfin, nous on l'a déjà fait, effectivement. Bon, après, je ne sais pas comment est enterré les caves et à quel niveau sont les caves par rapport au niveau des terres extérieures. Ça, c'est toujours des choses qui sont singulières, hein, qu'il faut regarder au cas par cas. Mais effectivement, on ne peut pas avoir. Le mieux est de décaisser sur 1 mètre. Après, pour des questions de stabilité, c'est pas toujours possible, effectivement. Ah ouais, on le déconseille même parfois sur les murs anciens en terrain un peu trop argileux, Exactement. Ouais, avec les ouais, gonflements et retraits d'argile. tout Alors, à fait. une longue. Que se passe-t-il dans les maçonneries situées sur le niveau des injections anti-remontée capillaire? L'eau continue donc à trouver son chemin, à remonter dans le mur. Et attends que je continue. Peut-elle accentuer les gradations des parties situées sur la barrière d'injection? Si oui, par quel mécanisme? Et existe-t-il des retours d'expérience pour Alors, je veux évaluer bien qu'on me la répète les questions. je vais J'attends. donc tu mets ta barrière d'étanchéité, Ouais, enfin ton injection, mais l'eau continue à monter jusqu'à ce niveau-là dans tes caves, ouais. dans tes murs de cave. Et qu'est-ce qui se passe là physiquement? Est-ce que ça dégrade le mur? Est-ce qu'on a des retours d'études? Alors oui, donc il y a deux choses. C'est si vous mettez une barrière et disons que le mur est enterré. Donc mon mur est comme ça, mon mur est enterré. Là, c'est les terres extérieures et là, c'est mon injection et là, je suis à l'intérieur. Donc généralement, ce qu'on dit, c'est que sur la partie intérieure, mettre quand même une membrane qui va jusqu'au niveau des injections. Pourquoi? Parce que
Si votre mur est complètement empaqueté, j'ai envie de dire, eh bien, il va pas avoir de séchage, humidité. Parce qu'à ce niveau-là, sinon, bah, là, oui, l'eau va pouvoir s'évaporer, on va pouvoir des sels et on aura des problématiques dans ces endroits-là. Et aussi, il faut savoir qu'une maçonnerie, si elle est de manière en équilibre, c'est-à-dire qu'elle ne, soit elle est complètement en eau saturée parce qu'on est aux terres adjacentes, soit elle est complètement sèche, c'est pas trop un problème. Le problème, ce sont vraiment ces variations. C'est-à-dire si on sèche, et puis c'est humide, c'est sèche. Et là, le fait qu'il y a toute une partie qui peut sécher, bah, à cet endroit-là des parties, forcément, on va avoir des problématiques. Donc, dans une cave, tu préconises, donc on va mettre la barrière pour éviter que ça monte aux étages. Et la Mhm. cave, tu préconises quand même de cuveler d'une certaine façon Tout à fait. l'intérieur. Absolument. Avec quel Absolument. matériau? Ça dépend ce qu'on veut. On peut, on est sûr, si on fait un vrai cuvelage hermétique, membrane bien placée, c'est super parce que ça permet directement de pouvoir faire un plafonnage derrière dessus. On peut faire un cimentage avec époxy derrière pour vraiment être sûr que ça soit totalement hermétique en fait. C'est ça qu'il faut vraiment faire attention. Ok. Là, les enduits d'assainissement sont pas forcément. On les a fait, mais il Ouais. faut savoir que ça ne va pas bloquer. Donc, vous avez, les enduits d'assainissement permettent une respiration, hein. Donc, moi, souvent, c'est, ben, vous faites des injections et par-dessus, vous pouvez, mais il y a des injections, hein, et vous pouvez mettre cet enduit d'assainissement, mais il faut savoir que où ça va sécher, on va toujours avoir en fait des sels qui vont arriver. Donc, il faut être prêt à se dire, je peux avoir des taches d'humidité sur mon enduit parce que bah, ça peut toujours sécher par là. On l'a vu dans l'exemple que j'ai montré, hein, ils avaient tout fait bien. C'était vraiment tout ce qu'on peut préconiser, mais tout l'enduit, il tombait, je me demande, c'est moins de 2 ans, hein. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde vite. Euh, tu t'envoies une autre que j'ai pas vue? Donc, que pensez-vous des murs de maçonnerie pleine où on fait des injections au pied de mur pour traiter? Est-ce que les systèmes par électrolyse pour couper l'humidité ascensionnelle? Qu'est-ce que Ok. vous en pensez? Alors, ça, c'est un grand débat. Nous, aujourd'hui, on a, donc, il y a l'électroosmose active, l'électroosmose passive et les boîtiers électromagnétiques. C'est les trois, si vous voulez, aujourd'hui, sur le marché actuel, ce sont les trois possibilités. On a fait une étude justement dans un projet Buildwise où qu'on a publié il y a peu de temps qui montre qu'en fait, on n'a aucun résultat satisfaisant. Et pourquoi? Parce que c'était assez compliqué de les mettre en place parce que souvent on va vous les vendre en disant regardez ça marche, sauf qu'on se remarque en même temps on a amélioré la ventilation, en même temps on a mis un enduit assainissant. Donc qu'est-ce qui marche? Est-ce que c'est la combinaison? Est-ce que c'est donc nous ce qu'on a fait on a testé électro-osmose et boîtier électromagnétique et à ce jour on n'a toujours pas de résultats satisfaisants. Donc Ok. voilà. Pas de retour Non, positif pas en de tout cas. retour positif, en tout cas pour nos derniers tests qui ont été faits en conditions réelles sur des bâtiments en moellon et en briques. Ok. Alors, une autre question par rapport aux injections et leur réelle efficacité quand on est dans des murs massifs en pierre. Alors, ça peut, si c'est très bien fait, euh, ça peut être extrêmement efficace. Nous, on a des efficacités 30 ans après, qui marchent toujours. Après, je le dirais, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a des produits comme des produits sous forme de crème, en fait, qui permettent vraiment de diffuser. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça évite d'en perdre beaucoup et d'avoir une barrière plus continue. Lorsqu'on a des moellons, je dirais que c'est beaucoup plus complexe. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on va recommander. Pourquoi? Ben parce que souvent, vous avez quelque chose, vos joints, ils sont pas comme un mur en brique, hein. Et, euh, et du coup, ça sera beaucoup plus difficile d'avoir une continuité. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à traiter en moellon sous injection. Quand on a des moellons, généralement, bon, quand c'est bien fait, on a des moellons qui sont assez denses, hein, je dirais, donc on a ça limite. Et là, on peut peut-être jouer sur les joints, vous voyez, pour limiter. Mais c'est beaucoup plus complexe quand on a des moellons. Les injections, ça peut marcher, mais c'est bon, on se point d'attention, quoi. Ouais, et donc, la question qui est suivie, c'était qu'est-ce que tu conseilles alors dans les murs moellons contre les remontées capillaires?
Ah, il faudrait que je vienne sur place. J'avoue que c'est compliqué. C'est très compliqué parce que moi, j'ai rarement vu des cas extrêmes, hein. Ça peut arriver, je suis sûre, mais des cas très extrêmes avec des murs en moellon, euh, j'ai rarement vu. Après, des injections peuvent être réalisables, hein. C'est une possibilité, mais ça dépend. Et ça, c'est vrai que c'est à ce moment-là où je pense qu'il faut vraiment faire venir un expert qui va vous dire oui ou non et pourquoi, en fait, par rapport au mur, par rapport aux joints, par rapport aux matériaux des moellons eux-mêmes. Ça, c'est au cas par cas. Et ça devient d'autant plus important quand on veut commencer à isoler par l'intérieur ces murs-là, de pouvoir le gérer correctement. Absolument, c'est très important. Alors, une autre question, je ne sais pas du coup si tu as quelque chose, mais avez-vous des recommandations de spécialistes pour faire un diagnostic? Des recommandations de spécialistes. Ah oui, ben oui, Avec mais tout. je peux faire ça ici, je sais pas, c'est de noms de gens, vous voulez dire? Oui, c'est ça, de personnes qu'on peut, ou des listes qui existent de personnes, enfin, pour faire les diagnostics. Je pense que si vous vous adressez à HomeGrade, ils vont pouvoir vous donner des renseignements. Je ne sais pas vous si Espace Environnement vous donnez des renseignements là-dessus On ou n'a pas pas trop. forcément. Demandez à Buildwise, on va vous en fournir. Et puis, à l'IRPA aussi, on fait des diagnostics et on fait des conseils de recommandation. Donc, c'est quand même souvent pour des bâtiments qui sont patrimoniaux, hein. Mais nous, on se déplace pour faire juste du conseil, en fait. Et par exemple, la dernière fois, on était à Maretsu, à l'abbaye. Donc, ouais, c'est Maretsu et c'est l'abbaye, certes, mais c'est un lieu privé, hein. Et en fait, ils avaient fait plein de demandes, pas de problème d'infiltration à travers. Trois entreprises qui demandaient des choses différentes, ils ne savaient plus trop. On fait appel à nous, on vient. On fait un diagnostic nous-mêmes, on fait un rapport de synthèse et voilà, par rapport à nos recommandations. Ainsi, c'est plus simple pour eux derrière de pouvoir se dire, OK, bon, bah voilà, effectivement, cet entrepreneur, il a bien vu le problème, il a bien cerné le problème et on va le suivre. Mais vous voyez, par exemple, il voulait enduire l'entièreté de la façade avec un produit hydrofuge. C'est pas nécessaire, hein. On est sur de la pierre bleue de tournée, il n'y a pas vraiment de nécessité. Donc voilà, nous aussi, on peut venir pour ça. Sinon, Buildwise aussi est très bien et vous recommandera aussi. Ok, là, je pense qu'on a passé deux nouveaux messages qui viennent d'arriver. C'est le coût d'un diagnostic, Ah bah, je pense que ça dépend de chaque diagnostiqueur. de l'ampleur du Euh, bâtiment aussi. non, je sais que nous, on fait c'est que cette personne m'envoie un mail, hein, parce que je peux envoyer. Ça dépend. C'est juste au déplacement, en fait. Plus. Ok. Alors, une dernière question du coup. Si l'eau provient de l'extérieur et qu'elle se retrouve bloquée entre la ligne d'injection et la membrane hydrofuge placée à l'intérieur, donc on est encore dans la solution des cas, ne risque-t-elle pas d'imprégner et de détériorer la brique ainsi que les joints et donc de poser des problèmes de stabilité? Encore une fois, si on est vraiment, on a la membrane, l'injection, les terres adjacentes, le mur au milieu, que le mur, et donc il y a de l'eau hein, dans ce mur, puisqu'on a beaucoup d'eau qui vient derrière. Si on est en équilibre, si on est en équilibre, c'est-à-dire que le mur, certes, il a de l'eau, mais il n'est pas complètement saturé, et même, non, pas complètement saturé, il n'y a pas de problème, en fait, parce qu'on est dans un équilibre. Dès qu'on déséquilibre ça, oui, on va avoir un problème, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de rester tout le temps à l'équilibre, à l'équilibre du système lui-même. Ok. Voilà, Je- je crois que ça se termine bien et j'aime bien terminer peut-être par cette note-là, finalement, de trouver l'équilibre du mur et de le laisser respirer malgré l'intervention qu'on fasse, quoi, le laisser vivre, au fait, ce mur-là reste important. Voilà, je ne sais pas si vous voulez faire un petit mot de fin, Julie, ou Non, moi non? simplement, voilà, Voilà. après si vous faites des isolations par l'intérieur, pour moi, c'est toujours le point de notation. Attention de ne pas avoir de sel, attention de ne pas avoir d'eau. Adapter ensuite en fonction de ça. Parce que ça risque aussi de générer beaucoup d'autres problèmes via le gel de vos maçonneries. Donc, encore une fois, quand on traite un problème d'humidité, le message est gardé, c'est vraiment le diagnostic, d'où ça provient, hein, important pour avoir vraiment des traitements qui sont adaptés et surtout
si derrière on veut faire des rénovations énergétiques. C'est très important. Voilà, mais merci en tout cas pour ce mot de la fin. Merci pour les présentations et merci pour vos participations, hein. Je crois que les questions ont aussi montré l'intérêt des participants de ce webinaire au sujet et ont permis davantage de compétences finalement, hein, de transmettre des compétences sur ce sujet. Alors, merci à Merci beaucoup. tous. Merci à Oui, vous. bon après-midi à tout le monde. Au revoir. Au revoir.